bienvenue dans votre émission chez Dr Naomi, une émission 100% afro-caribéenne. Aujourd'hui, le sujet du jour est conseils et astuces pour maquiller une peau noire et métissée. Et pour ça, je suis ravie de pouvoir accueillir Séverine Moustin à mes côtés, que je vais laisser se présenter. Alors, bonsoir Naomi, je suis Séverine Moustin, créatrice de la marque de maquillage S-Cosmetics Design for You et je suis une esthéticienne et maquilleuse professionnelle depuis plus de 20 ans même, ouais. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi pour t'avoir à mes côtés. Je trouve que tu es vraiment une personnalité assez importante ici en Martinique par toute ton expertise et j'ai hâte que tu puisses nous en dire un peu plus. Donc merci pour ta présence ici. C'est moi qui te remercie. Et comme d'habitude, parce que moi j'ai vraiment pour objectif de me positionner un petit peu comme la voix du peuple, ça veut dire récolter un petit peu les avis de chacun. Donc j'ai fait un petit micro-trottoir pour demander un petit peu ce que les personnes, ce que les Martiniquaises pensent un petit peu du maquillage, de la peau, des imperfections, de l'estime de soi. Mais je vais vous laisser regarder ça. C'est parti. As-tu déjà été confrontée à une personne qui t'a mal conseillé sur un produit maquillage? Donc j'ai acheté la mauvaise teinte de fond de teint parce que la vendeuse m'avait conseillé une teinte à la lumière du magasin et ça correspondait pas à ma carnation. Donc quand je suis allée dehors, j'étais blanche. Oui, ça m'est déjà arrivé, sachant qu'avant j'étais en métropole, souvent on tombe sur des personnes en fait qui ne s'y connaissent absolument pas en termes de peau noire. En fait, on nous conseille des fonds de teint qui ne sont pas du tout de notre carnation. On nous conseille des produits, même des fards à paupières qui ne font absolument pas avec notre teint. Donc oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai abandonné l'idée de me maquiller par la suite. Alors oui, j'ai déjà été mal conseillée sur un produit maquillage, donc c'était un fond de teint où la conseillère ne m'avait pas donné la bonne teinte. Il faut faire attention effectivement à la lumière parce qu'en magasin il avait l'air bien, mais c'est vrai qu'une fois arrivé à la maison et que je l'ai mis en sortant à la lumière du jour, c'était pas du tout, ça n'allait pas du tout. Selon toi, existe-t-il un lien de cause à effet entre ta routine skincare, ton maquillage et la qualité de ta peau? Pour moi, oui. C'est vrai que après, je fais partie de la population qui pense que le maquillage c'est néfaste pour la peau. Je vais pas me mentir. Sauf ces dernières années où je trouve que les marques ont quand même fait un effort sur les compositions de leurs produits. Comme ma mère m'a souvent dit quand j'étais petite, quand tu as une belle peau, tu n'as pas besoin de te maquiller. Donc si tu prends soin de ta peau, tu n'auras pas forcément besoin de mettre des couches et des couches de fond de teint, crème, tout ça pour camoufler taches ou imperfections. Oui, absolument. Moi, je suis quelqu'un qui me maquille souvent. Et je fais très attention, effectivement, le soir, j'ai vraiment ma routine nettoyante. Je prends vraiment le temps de bien me démaquiller. Je prends soin de ma peau en appliquant effectivement des crèmes hydratantes, etc. Et puis, je fais aussi attention à mes pinceaux. Comme je les utilise souvent, donc je sais que ça joue aussi sur la qualité de la peau, parce que les pinceaux, ça reste quand même pas mal de bactéries, donc il faut essayer de les laver le plus souvent possible. Alors je pense qu'il faut choisir ses produits skincare aussi bien que ses produits de maquillage parce qu'on peut faire des allergies ou des réactions et je sais que certains produits peuvent donner des boutons. Donc il faut faire très attention à la composition, à ce qu'on achète. Moi je ne le fais pas spécialement, je regarde plutôt la marque et ce qui fonctionne, je regarde des tutos aussi, mais je sais que c'est important quand même. Peux-tu sortir sans maquillage? Sinon, quels sont tes produits indispensables? Donc en Martinique, la plupart du temps, je sors soit sans maquillage, soit avec du blush et du mascara au moins pour rehausser le teint et un petit peu de bronzer aussi. Donc c'est mes indispensables niveau make-up. Et sinon en métropole, c'est vrai que je me maquille un petit peu plus, je vais mettre de l'anti-cerne, du fond de teint et la totalité des produits. Maintenant oui, je peux sortir sans maquillage. Avant je ne pouvais pas, franchement pour moi c'était impossible de sortir sans maquillage parce que c'est vrai que j'avais quelques problèmes de taches etc que j'assumais pas du tout. Maintenant ça va mieux au niveau de mon visage, donc oui je peux sortir sans maquillage sauf les périodes où je suis un peu fatiguée, où je sens que j'ai un peu de cerne. À ce moment là je maîtrise vraiment le minimum, c'est-à-dire mon anti-cerne et mon crayon à sourcils. Voilà, là ce sont mes deux indispensables maquillage.
Je peux totalement sortir sans maquillage, j'ai aucun souci avec ça. Mais limite pour moi même c'est plus agréable, surtout bon là on est en Martinique, il fait chaud, donc se maquiller, moi mettre du fond de teint, mettre des couches de poudre, etc. Moi je pourrais absolument pas, je supporterais pas. Après voilà, je fais mon minimum, c'est mes sourcils. Après parfois du coup je mets un peu de fard à paupières, j'en mets ou j'en mets pas. Voilà. Et parfois du coup un petit rouge à lèvres, c'est important. Donc on va dire essentiel, c'est sourcils pour moi et lèvres. On aura le temps de bien évidemment développer sur chacun de ces points. Mais là, une petite réaction à chaud, qu'est-ce que tu nous partagerais? Alors, l'erreur sur la couleur du fond de teint, ça c'est un grand classique. Oui. D'ailleurs, ça fait partie du top 3 des fails au niveau du maquillage. Et aussi pour celles qui font le choix de se maquiller dans les produits, dans les pays tempérés, donc en Europe, et celles qui font le choix de ne pas se maquiller parce qu'elles sont sur la partie hémisphère sud, donc il fait un peu plus chaud. Là, c'est pas trop conseillé en fait. C'est totalement, enfin, ce n'est pas l'inverse, mais il ne faut surtout pas se dire ma peau elle est belle et tu n'as pas besoin de maquillage. Ça, c'est une phrase qu'on a entendue très jeune. C'est une phrase que moi-même j'ai entendue et non, pas du tout. Il faut surtout pas faire ça. Au contraire. D'accord, ok. Super intéressant. Et tu vois, moi, la première question que je me suis posée pour vraiment là aborder vraiment l'aspect plus expertise, c'est je me suis demandé finalement, est-ce qu'une peau noire et métissée est plus difficile à maquiller qu'une peau caucasienne? Totalement faux. Ok. C'est faux. La peau caucasienne, donc type blanche, est beaucoup plus difficile à maquiller qu'une peau noire. Ah oui, d'accord. Ouais. La peau noire, elle a que deux différences, c'est-à-dire l'intérieur et les contours du visage. On a de la dépigmentation et notre fond de teint est notre correcteur. Okay. Donc, on aura besoin éventuellement soit d'un correcteur jaune ou orangé pour pouvoir pallier à ça. A contrario, la peau, les blanches, eh ben, là, c'est autre chose parce qu'elles ont de la coupe rose, elles ont un cercle violacé, verdâtre. Il y a beaucoup plus de tonalité sur leur visage, beaucoup plus de tonalité ou d'imperfection, de couleur à corriger. Donc, c'est totalement faux. Une peau noire, le fond de teint à lui seul et un correcteur suffit. D'accord. Donc, du coup, par rapport à ce que tu veux dire, on pourrait comprendre que finalement, même une personne qui a une peau caucasienne, quand elle se retrouve comme ça dans un institut ou dans une boutique qui vend des produits maquillage, elle pourrait elle aussi se retrouver confrontée à cette problématique de mauvais conseils par rapport au teint. Oui. C'est pas exclusif à la peau noire et métissée. Parce que c'est vrai qu'on en parle tellement, comme tu dis, ça fait partie un peu des top fails qu'on pourrait avoir sur une peau pigmentée, exactement. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur peau blanche alors. Tout à fait. Ok. Totalement. Et justement, si on parle du coup de ces personnes qui te conseillent, qui t'orientent ou qui te maquillent, est-ce que, enfin, tu vois la partie où on dit j'arrive, on me conseille un produit, quand je rentre à la maison il me correspond pas. Est-ce que ces personnes qu'on a en face de nous sont qualifiées? Est-ce que on devrait avoir une crainte à chaque fois? Alors malheureusement, il y a un manque de suivi au niveau des marques ici pour les vendeuses. Techniquement, une marque forme sur ses produits. J'ai pour exigence de former au moins un membre du personnel. Ok. Voilà. Et de lui donner la particularité, mais aussi à quel type de peau correspond tel ou tel produit au niveau du teint. Donc, c'est plus un problème de suivi au niveau, parce que chaque marque a ses propriétés, a ses conseils et ses applications. Maintenant, comme je le dis souvent, moi, je conseille un fond de teint entre 9h du matin et 15h. Pourquoi? Grand maximum 16h. Alors, pourquoi? C'est une question de lumière et la lumière du jour. Quelqu'un qui vient acheter un fond de teint pour la première fois et qui vient à mon showroom à 16h, je lui dis, voire 17h, quand je suis là très tard, je lui dis de revenir parce que et ça dépend aussi de la période de l'année. En fin d'année, il fait sombre de plus en plus tôt. Donc, du coup, il n'est pas intéressant du tout de se dire, ah ben tiens, je suis là, je vais en profiter pour m'acheter un fond de teint parce qu'il est temps que je me maquille. Non. Il est préférable d'aller dans le magasin, tester. Alors là aussi,
il y a des erreurs. Il y en a qui testent à l'intérieur, là, qui testent sur le dos de la main, pas du tout. La meilleure zone pour pouvoir tester un produit au niveau du teint, c'est cette zone-ci, le maxillaire. Ok. Donc, faut pas hésiter à demander à ce qu'on démaquille la peau, Ah oui, effectivement. c'est-à-dire la nettoyer, et qu'on puisse faire un swatch, sortir et regarder à la lumière du jour quelle est la teinte qui se rapproche le plus de notre carnation. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que vraiment, j'ai l'anecdote très très récente, c'est que je me suis retrouvée du coup dans une boutique de maquillage pour vouloir tester un anti-cerne et effectivement, elle me l'a testé, tu vois, sur le dos de la main. Oui. Mais je lui ai dit, attendez, moi, ça, c'est pas du tout ma carnation. Ça, c'est ma carnation la plus claire que je peux avoir. Entre-temps, j'ai bien bronzé au niveau de mon visage. Et l'anti-cerne qu'elle aurait pu me conseiller là n'aurait pas du tout été adapté. Ici, là, c'est pour le parfum. Oui, Voilà. Au moins, c'est clair. Là, c'est pour le parfum, les senteurs. Ok. C'est pas pour le teint. Moi, j'ai eu droit aussi à ce type d'erreur. Hein. Je suis allée sur des surfaces professionnelles en France, oui. des surfaces de vente en France spécialisées dans le maquillage. Et quand je testais les teintes, il y en a une qui m'a dit à l'intérieur du bras de façon à ce que la couleur, en fait, ici, une fois qu'on va appliquer, puisse rejoindre la couleur de ma main. Je l'ai regardée. Ok. Je lui ai dit, j'habite aux Antilles. On a le soleil quasiment toute l'année. On conduit vite baissé Oui. et avec un bras dehors. La couleur de mes bras, c'est pas la même qu'au Ah visage. oui, c'est sûr. Et elle insistait avec moi et j'ai fini par lui dire, bon, écoutez, je suis maquilleuse professionnelle. Je suis pas là pour prendre ma teinte, je suis là pour voir les différentes teintes. Mais c'est une erreur, mais commune. Alors que la meilleure zone, c'est ici, c'est le maxillaire. Parce que l'objectif étant, c'est d'avoir la couleur du visage qui rejoint la couleur au niveau du Oui, cou. bah oui, bien sûr. Donc voilà. Et en termes d'expertise, justement, là, quand on compare la France aux Antilles, toi t'es quand même une personne qui voyage beaucoup, qui est assez cosmopolite, à travers tes voyages, est-ce que tu as su te dire qu'il y a un endroit où, ça peut être typiquement en Martinique, mais où effectivement on a quand même un conseil beaucoup plus avéré, efficace, approuvé sur une peau noire et métissée, où finalement, peu importe où on va, on peut se retrouver avec une personne qualifiée et une personne moins qualifiée. Peu importe où on va. Ok. Peu importe où on va, certaines personnes, puisque bon, je vois les profils, hein, il y en a qui sont embauchées parce qu'elles se maquillent super bien, mais bien se maquiller ne veut pas dire forcément être une bonne technicienne ou une bonne Bien conseillère. sûr, totalement. Donc du coup, c'est partout. Ok. Il faut avoir malheureusement quelqu'un qui s'y connaisse, et ça là, il faut trouver. C'est bien, faut garder espoir. Et si justement on parle de quelqu'un qui s'y connaît, toi tu as pu faire justement des écoles de maquillage pour vraiment pouvoir te former. Oui. Quel a été un petit peu tes principaux challenges lors de ta formation? Alors, lors de ma formation, je voulais sortir du stéréotype « je suis une femme noire », donc ma spécialité reste les peaux noires. J'ai voulu sortir de ce stéréotype. Ok. Ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où on est noir et qu'on intègre des écoles de maquillage, il est clair que tout ce qui est sur les stages, sur les missions, puisqu'on n'appelle même pas ça des stages, ce sont des missions. Sur les émissions, systématiquement, celle qui est noire viendra vers vous. Mon challenge était de montrer... Par confiance peut-être. Par confiance, oui, c'est ça, clair, parce c'est que clair. je pense que naturellement on est amené. Exactement. Même pour le capillaire, moi je me fais toujours coiffer, enfin psychologiquement par quelqu'un qui aura les cheveux texturés. Oui. Et pareil dans une boutique, je vais toujours aller sur la personne qui a une carnation foncée parce que je vais me dire elle me comprend. Oui, mais Ça totalement. peut être un piège. Par confiance, mais c'est un piège. Parce que moi, en fait, j'ai voulu montrer que je pouvais maquiller tous les types. Oui. Et pour vous dire, j'aime énormément maquiller les Asiatiques. Oui. Ouais, voilà. Donc, c'était ça le challenge. Montrer que je pouvais être aussi performante sur une Polonaise, sur une Russe, sur une Asiatique, aussi bien sur une femme de type caucasien. Donc, c'était ça mon vrai challenge.
Ok, c'est intéressant parce que je me dis finalement c'est peut-être pour ça. Parce que tu vois, j'ai l'impression qu'on est très vite catégorisé. Ça veut dire soit tu vas être cette maquilleuse peau noire et tu vas toujours faire de la peau noire, soit tu es celle qui arrive à pouvoir sortir un petit peu du lot. Mais finalement, je me dis, j'ai pas l'impression que ce soit que lié au maquillage. Tu vois, même quand on parle capillaire ou sur d'autres thématiques, tu vois, même moi qui fais de la dermatologie peau noire, lorsqu'on m'a déjà proposé de faire des formations ou des événements, on m'a déjà demandé si je connaissais la peau blanche, la peau caucasienne. Alors que je leur dis, on est obligé de partir de la peau blanche pour aller trouver les spécificités peau noire. Donc, pas parce que je parle de la peau noire et que je communique sur elle que je n'ai pas toute l'expertise peau caucasienne. Et si on devait parler maintenant un petit peu plus conseil skincare avant d'arriver purement dans le maquillage, même si on a fait déjà une petite ébauche avec le petit test fond de teint, parce qu'effectivement, par ton parcours d'esthéticienne, par ton parcours de maquilleuse professionnelle, moi, je me questionne sur le lien de cause à effet entre routine skincare, maquillage et qualité de la peau, parce que on a un peu ces idées reçues, voilà, plus je me maquille, plus je vais avoir des imperfections, des boutons et donc forcément des taches. Est-ce que toi, dans tes différentes prestations, cours de maquillage et prestations, est-ce que tu abordes un peu une notion skincare? J'aborde toujours une notion skincare, même en élaborant mes produits, en élaborant mes collections. J'ai toujours le côté skincare parce que je suis esthéticienne aussi de profession. Et il est important pour moi d'avoir un produit qui est adapté au type de peau. Parce que c'est ce qu'on a tendance à oublier et à négliger. Surtout dans le conseil, dans la vente conseil, on a tendance, j'ai remarqué que les conseillères sur ces surfaces, elles ont tendance à vouloir conseiller plutôt une couleur qu'une texture adaptée au type de peau. Donc, il est important d'avoir une skincare parce que c'est la peau qui va servir de support et rien d'autre. Donc, si elle n'est pas assez hydratée, si elle n'est pas bien traitée, si elle n'est pas bien régulée, ben forcément, quelle que soit la marque, quel que soit le produit qu'on mettra, au début, ça ira et à la longue, en fait, ça ne va plus fonctionner. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, on va toujours être, je pense, par la peur de choisir la mauvaise teinte, toujours concentré dessus, sans forcément venir se dire, eh ben, il existe des fonds de teint matifiants, des fonds de teint hydratants, des textures plus ou moins riches. Exactement. C'est des actions complémentaires, mais qui sont importantes dans le choix de son produit. Il n'y a qu'à voir. Pour une peau grasse, il va falloir être très attentive là-dessus, parce que mine de rien, pour une peau grasse, on peut conseiller un produit, un produit et ça peut aller, ça peut le faire. Et l'excès de sébum, justement, ce type de peau a tendance à oxyder les fonds de teint. Donc, du coup, la clientèle part, elle est ravie. Il suffit qu'elle mette son fond de teint un jour où elle a un peu plus chaud, où il y a la peau a été un peu agressée. Voilà, la peau a été agressée, où il y a eu un changement hormonal. Et ça va oxyder systématiquement. Et elle va revenir, elle va dire, mais je comprends pas, quand je suis sortie de chez vous, ça allait. Oui, mais vous avez une peau grasse. Donc, si on vous a conseillé un fond de teint et que ce fond de teint, il n'est pas oil free, sans gras, déjà là, il y a un souci, mais aussi au niveau de la texture, ça ne va pas vous correspondre. Et est-ce qu'on vous a conseillé d'avoir un primer parce que parce qu'on a aussi ce profil de cliente qui disent, OK, je veux me maquiller, mais je ne veux pas mettre des milliers d'essence sur mon visage. Bien sûr, totalement. Il y a la partie conseil. Il y a des clientes avec qui je ne me bats plus. C'est-à-dire qu'elle vient et me dit, ah non, moi, je veux juste mettre ça. Et moi, je lui dis, écoutez, témoin à l'appui, je vous ai conseillé un primer et ensuite la poudre. Si vous revenez et que ça a changé, ça a viré, mettez-vous en tête que ce n'est pas mon produit. C'est le fait que vous ayez refusé, que je vous ai conseillé de prendre le primer. Quand on a ce type de discours, elles arrivent à se dire, bon, ok, je prends le primer. Et au final, elles se font à l'idée que, bon, voilà, il faut que dans leur make-up routine, elles aient une base parce que la peau, leur peau va oxyder le produit. Donc justement, si on doit parler un peu plus expertise, c'est-à-dire que ta base de maquillage, en fait, protège ta peau et permet en fait une meilleure tenue, mais surtout empêche l'oxydation de tes produits. Elle prépare la peau à recevoir le maquillage, c'est aussi simple que ça. Ça n'enlève pas l'hydratation, ça n'enlève pas tout ce qui vient en amont. Donc, ça n'enlève pas le fait de se démaquiller matin et soir. Comme j'explique à une cliente, se démaquiller, ce n'est pas enlever du maquillage.
c'est débarrasser la peau de ses impuretés. Donc, il faut la débarrasser le matin et le soir. Le matin, parce que le soir, elle va continuer à travailler, Totalement. à rejeter les impuretés. Et ça n'enlève pas aussi la crème de jour avec l'indice SPF pour pouvoir la protéger, la nourrir. Et ensuite, le primer va venir tapisser tout ça, envelopper tout ça pour une meilleure action et une meilleure tenue. Le primer ou le fixateur de maquillage, qui peut être une base aussi. Ok, bah déjà super intéressant, ça permet d'avoir les bases un peu préparation maquillage, parce que c'est vrai que des fois on peut se dire allez je nettoie le visage, je mets le fond de teint directement et on comprend que non. L'étape avant maquillage est importante, et si on doit perdre l'étape d'après, qu'est-ce que toi tu pourrais un peu préconiser en termes de démaquillant? Parce qu'aujourd'hui on a quand même un large choix entre l'eau micellaire, les eaux biphasées, le lait démaquillant, maintenant on a même des gants, on met juste de l'eau, le maquillage partirait. L'huile, ou des fois on se dit, par exemple typiquement à la pharmacie, je repense il y a 2 jours, moi j'avais conseillé l'huile pour se démaquiller, elle m'a dit j'ai une peau grasse, je peux pas du tout. Donc du coup, Elle a tout faux. Voilà, qu'est-ce que toi tu conseilles pour avoir un bon démaquillage? Franchement, pour avoir un bon démaquillage et un démaquillant gras. Ok. Donc, on vend des crèmes, des espèces de crèmes qui se transforment comme un beurre. Oui. Quand on les applique, l'huile démaquillante. Au contraire, l'huile démaquillante pour les peaux grasses, c'est le meilleur démaquillant. Ça va saturer. La peau grasse aime son gras. Oui. Donc, ça va la saturer. Donc, quand elle va voir qu'elle est saturée, elle va se dire, OK, c'est cool. On ne m'agresse pas. Donc, je vais pas fabriquer, je vais pas surdoser. L'huile démaquillante, c'est franchement le must-have, le top. Les démaquillants biphasés, huile d'en haut, Oui. ça aussi, c'est nickel. Et l'eau micellaire. Il faut 2 démaquillants pour le visage, avec un spécifique pour le contour des yeux et la bouche. Ok. Ça, c'est surtout quand on se maquille. Même moi, je n'ai pas la peau grasse, j'ai une peau déshydratée, Ok. avec une sensibilité au soleil. Et du coup, j'ai une huile démaquillante. J'ai une huile démaquillante et j'ai une eau micellaire et j'ai même un démaquillant biphase. D'accord. Et donc à la fin, quand même, c'est important de préciser, c'est qu'on va avoir le côté, on applique l'huile sur le visage, mais derrière, il faut vraiment venir utiliser le bon nettoyant aussi. Tout à Parce que fait. c'est vrai que là, moi, je suis souvent confrontée, tu vois, à des personnes, j'ai une peau normale à sèche, mais j'ai utilisé un nettoyant purifiant mixte à grasse. Et inversement, j'ai une peau qui me brille totalement, mais je vais aller sur des nettoyants doux qui vont pas avoir le côté purifiant, séborégulateur qu'on recherche. Est-ce que toi aussi, tu apportes ce conseil un peu dans le type de produit J'applique, en fait, je porte ce conseil. Maintenant, pour tout ce qui est séborégulateur, c'est un peu délicat. Ça dépend des clientes, parce qu'on peut avoir une peau grasse costaud et une peau grasse hypersensible. Donc, il faut faire attention à ça. Et on a aussi cette donnée ici aux Antilles, quand ça mousse pas, ça nettoie pas. C'est vrai. C'est le truc où, avec des années, où je me dis, mais non, en fait. Donc, j'ai déjà entendu de tout, hein. Je me démaquille avec mon gel douche, mon savon, voilà. Et non, en fait, il faut complètement changer la donne, prendre quelque chose de doux, comme une mousse. La mousse, c'est doux. Oui, moi je suis pro mousse. J'aime beaucoup. Je trouve qu'en termes de texture et même d'efficacité, on a un bon nettoyage aussi. Exactement. Avec. La mousse, c'est doux, mais toujours avoir deux démaquillants. Ok. Donc si je comprends bien, pour toi, c'est pas parce qu'on va se maquiller tous les jours qu'on aura forcément une peau à problématique type apparition de boutons. Non. Ce qui va plutôt donner des boutons, on va dire changements hormonaux, la température aussi, la chaleur joue énormément. Ce que j'entends souvent, c'est ah oui, j'ai mis un produit, ça m'a brûlé. Ça ne veut pas dire forcément que le produit n'est pas bon, mais peut-être qu'il est trop fort pour les besoins de la peau actuelle. L'hydratation. Certaines personnes ont tendance à se démaquiller et parce qu'elles ont justement utilisé un démaquillant gras, elles estiment qu'elles n'ont pas besoin de mettre de crème ou de sérum. Or, le soir, il faut mettre crème et sérum. Oui. Au contraire, il faut vraiment avoir une routine beauté ultra riche le soir pour que le lendemain matin, quand on se réveille, qu'on mette juste une crème et un fluide solaire et c'est bon. Et c'est tout. Il faut saturer la peau le soir.
Bah, généralement, les crèmes de nuit, c'est celles qui seront toujours les plus riches. Et là, on va retrouver généralement tout ce qui est actif hydratant, actif antioxydant, tout ce qui sera là pour booster la régénération de la peau. Donc, ça va être des produits qui sont justement faits pour ça parce que la peau a une activité beaucoup plus active la nuit. Et justement, comme tu dis, l'objectif le matin, c'est vraiment juste d'apporter soit de l'hydratation, toujours de l'hydratation, mais soit on va chercher à nourrir ou matifier la peau selon son type. Exactement. Et après, derrière, découler. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je me dis qu'une personne qui peut-être viendra me voir en coaching skincare et qui me dira, voilà, c'est vrai que je me suis maquillée pendant plusieurs jours et le maquillage m'a apporté mes imperfections, ben on se rend compte que, d'accord, le maquillage, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais composition des produits, tout ça, ça rentre aussi en compte tout de même un petit peu. Mais il y a aussi plein d'autres questions complémentaires qu'il faut se poser avant de venir toujours pointer du doigt à ce moment-là le maquillage. Exactement. Donc du coup, pour revenir un petit peu le sous-ton de peau, parce que c'est vrai que des fois on voit que le même fond de teint a quasiment similaire, mais j'ai l'impression que c'est lorsque tu te poses sur la peau, enfin. Un fond de teint peut aller à plusieurs tonalités. Ok. D'accord. Effectivement, on parle de ton et de sous-ton. Le sous-ton, c'est ce qu'on obtient à travers notre métissage, parce que techniquement, on a une couleur de peau qui est censée être uniforme. Et plus il y aura un métissage fort, plus le métissage sera important dans notre lignée, dans notre héritage et dans notre ADN, et plus on aura des sous-tons. Et on peut, par exemple, avoir un sous-ton vert, donc une tonalité bistre. On peut avoir un sous-ton orange ou jaune, mais ce orange et ce jaune varient et changent d'intensité. Et du coup, un fond de teint, une référence, peut aller à plusieurs personnes. Et pourtant, quand on met ces deux personnes côte à côte, on voit effectivement qu'il y a une demi-teinte différente de l'une et de l'autre. Ça m'est arrivé avec une mère et sa fille. La fille est une cliente. Elle m'a dit, comme sa maman aime la voir avec le maquillage et tout, elle emmène sa mère. Et forcée de constater qu'elle a les mêmes références. Et elle dit, ah, mais je pensais pas qu'elle avait les mêmes références que moi. Oui, oui, oui. Elle a les mêmes références. C'est la même référence de correcteur, mais ce n'est pas la même référence de poudre. Donc, ça peut varier. Ok. Mais du coup, comment on connaît son sous-ton de peau? On le connaît pas forcément, en fait. C'est pour ça que les clientes, une fois qu'elles sont satisfaites sur une tonalité dans une marque, elles restent dans cette marque. Parce qu'elles sont sûres que là, elles ne seront ni trop blanches, ni trop foncées, ni trop bronzées, ni trop orangées, ni trop rosées. Voilà. Donc, du coup, elles restent, en fait, dans cette marque afin de garder leur tonalité. Donc, on ne la connaît pas vraiment. Ce serait vraiment très technique de dire, bon, vous avez une sous-teinte, on a tendance à dire, bon, il y a une petite sous-teinte verte, on va annuler le vert avec un petit peu d'orange pour voir ce que ça donne, ou avec un peu de beige, on va voir ce que ça donne. Mais ça dépend. Et ça me fait poser la même question sur le changement de fond de teint entre l'hiver et l'été, pour ceux qui sont en métropole. Ça aussi, c'est important. C'est important. Surtout nous, les Antillais. Quand on arrive en métropole, on arrive avec notre teint des Antilles. Donc, on a ce teint qui est hâlé, qui a un taux de mélanine élevé. Et du coup, on arrive en septembre, on a notre teinte. Et fin septembre, début octobre, ça commence à pâlir. Mais c'est pas forcément quand on voyage. On a aussi deux teints aux Antilles. Ah oui? Oui, entre septembre et décembre. J'ai des clientes entre septembre et janvier. Elles sont très claires. Ok. Donc, elles perdent une teinte. D'accord. Et c'est justement en venant, en se réconciliant avec le maquillage, qu'elles me disent, mais je comprends pas. Mais j'avais cette référence-là quand je suis venue te voir en septembre. J'ai dit oui, mais le soleil, il est beaucoup plus haut. Il se couche beaucoup plus tôt. On ne va pas forcément à la plage parce que vers octobre, novembre aussi, on a les alizés, il fait frais. Donc, entre novembre et février, on va pas à la mer. Il y a un vent de ouf, l'eau elle est froide,
froide. Ça commence à se réchauffer vers le carême. Ok. Donc, on a deux teintes aux Antilles aussi. Faut que les femmes prêtent attention à ça et fassent très attention à ça parce que moi, j'en ai qui viennent et me disent, ah ouais, je comprends pas, tes produits, maintenant, je suis trop foncée et tout. Je leur dis, non, tu as juste changé de teinte. C'est comme les femmes qui sont enceintes. Une femme qui est enceinte qui vient me voir, je lui dis, tu vas te maquiller avec moi jusqu'au 2e trimestre. À ton 3e trimestre, c'est le dernier virage à gauche. Donc, tu vas avoir ton masque de grossesse. Ah oui, ça, Soit oui. tu dois devenir très foncé. Totalement, ouais. Et même après l'accouchement, je lui dis, on se revoit aux 3 mois de bébé. Voire 6 mois. J'en ai une, elle est venue me voir 1 an après. Et même 1 an après, elle n'avait pas du tout retrouvé sa tonalité. Elle avait perdu 2 teintes. Hein. Ah oui. Ah oui, elle avait perdu 2 tonalités hein, sur son teint. Ok. Elle m'a dit, eh ben, parce qu'elle a gardé, elle m'a dit, tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a donné matière à réfléchir. Donc, j'ai gardé mes références. Et quand elle est retournée chez elle, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, j'ai perdu 2 teintes. C'est pas possible. J'ai dit, mais oui. Le bébé a 1 an, hein. Donc, c'est le sûr. temps que tu as accordé à tes week-ends, c'est pas le même. J'imagine que dans le même changement de tonalité, on peut aussi changer de type de peau. Comme on peut. C'est vrai que, tu vois, on parle beaucoup de ça quand on est en métropole. En été, on a une peau plus mixte à grasse. En hiver, elle sera plus sèche, etc. Mais finalement, même aux Antilles, on a cette évolution du type de peau Oui. par rapport, comme tu dis, il y a plus de vent, l'intensité du soleil change aussi. Tout à fait, tout Ok. à fait, tout à fait. La nourriture, il y a qu'à voir. Ah oui, c'est vrai. En décembre, on a une belle peau, hein, ici, hein. En décembre, on n'a pas trop de perfection. Il n'y a pas trop de soleil, ça va, on est très tradition, on va faire des excès dans la nourriture, mais ça reste de saison. Maintenant aussi, on a perdu une habitude, on a perdu beaucoup de choses qui ne se transmettent plus, voire de moins en moins. Je suis capable de dire à une cliente si elle a fait un excès ou pas quand elle franchit le seuil de ma porte. Ah oui, mais ça, totalement. Parce que ce sont des clientes qui sont régulières, que je vois. Et quand je leur dis, il va falloir arrêter ce que tu es en train de faire ces temps-ci. Et tu me dis, ouais, c'est les vacances, il y a du relâchement et tout. Je dis, ouais, mais ça se voit, quoi. Mais j'ai prévu de prendre une diététicienne ou une nutritionniste pour faire vraiment un épisode 100% alimentation et peau, parce que déjà je sais que c'est beaucoup demandé et je sais aussi à quel point c'est important pour la santé de manière globale. Mais c'est bien parce que ça rappelle que tout n'est pas lié au maquillage qu'on va mettre sur soi, mais que il y a plein de facteurs en fait environnementaux qui sont importants à prendre en compte et qui ont un impact sur la qualité de la peau. Exactement. Et comme je dis, le maquillage n'abîme pas la peau. C'est un mauvais démaquillage qui abîme la peau. Donc, tout ce qui est lingette et le gant dont tu parlais, qu'il faut juste mouiller pour enlever, faire très attention parce que moi, j'en ai un, sauf que je ne l'utilise pas à sec parce que je le trouve déjà assez exfoliant. Ok, oui. Je le trouve assez rugueux et irritant. Et ça, là, ce sont des dépannages. C'est pas se démaquiller qu'avec des lingettes ou des cotons imbibés parce que c'est tendance rapide. Non, c'est pas bon. Ça peut dépanner, mais faire ça tout le temps, pas du tout. Ça me fait penser là du coup quand on parle de gants, etc. Il y a une question qui me revient aussi en tête, c'est lorsque tu appliques ton maquillage, est-ce que toi tu es plutôt la team pinceau, beauty bomber, éponge? Je sais même qu'il y en a qui vont dire moi je prends rien de tout ça, je fais directement avec les doigts. Qu'est-ce que toi tu préconises? Alors aussi bien l'aspect peut-être technique sur le produit, mais aussi au niveau skincare en fait, ce qui va être le moins agressif et pour autant efficace. Alors moi je ne suis pas du tout une adepte des doigts. Ok. Avec les doigts, on aura tendance à ne pas avoir le bon geste et on va chercher à faire pénétrer un produit qui est censé rester à la surface. C'est vrai. Voilà. Totalement. On aura tendance à vouloir faire pénétrer un produit qui doit rester en surface. Bien que j'ai eu un professeur, Dominique Devosges, une très grande maquilleuse, et elle maquillait au doigt. Mais c'était elle faisait ce qu'on appelle en technique esthétique du pianotage, comme un piano, où elle tapotait. Maintenant, je suis une adepte des pinceaux. Franchement, j'aime les pinceaux et de temps en temps, et la houppette. Pinceau et houppette. Beauty blender, les éponges.
trop. Ok. Franchement, si je veux avoir vraiment un résultat de blender, de flouter quelque chose. Mais je suis plutôt houppette et pinceau. Et quand on repense à cette fille qui disait que c'était super important de aussi bien nettoyer ses pinceaux, justement par rapport à la qualité de la peau et les imperfections, comment toi tu nettoies tes pinceaux et à quelle fréquence on devrait les nettoyer? Alors, en tant que maquilleuse professionnelle, j'ai tendance à nettoyer mes pinceaux tous les 10 jours, 15 grands maximum. Ensuite, je les passe dans un stérilisateur pendant une demi-heure. Ah oui. Ah si. Ok. Ils sèchent au soleil. Ok. Ils sont couchés. Il ne faut pas les mettre debout, ça les abîme quand ils sont mouillés. Ils sèchent au soleil et ensuite ils passent au stérilisateur. Moi, en tant que maquilleuse professionnelle, pour quelqu'un du pinceaux quotidien, perso, je les fais sécher sur une serviette en coton, couchée au soleil. Et je m'arrange pour qu'ils puissent prendre le soleil de midi. Celui qui est bien chaud. Cuisson. Ah ouais, qui cogne. Parce que bien évidemment, j'ai pas de stérilisateur à la maison. Ok. Et c'est quelque chose que je fais tous les 15 jours. Parce que je vois des pinceaux qui arrivent dans un sacré état. Il m'est déjà arrivé de nettoyer les pinceaux des clientes avant de commencer l'initiation maquillage. Ah non, ne m'amoue pas tes pinceaux. Parce qu'il y a des acariens dedans, en fait. Hein. Il y a des acariens mais c'est un nid à bactéries, finalement. Parce que ça prend les bactéries qu'on a naturellement sur le visage, ça prend toutes les bactéries de l'environnement extérieur. Et dans la trousse, avec la chaleur, pour peu qu'il y ait un peu d'humidité où on est. Il faut laver aussi la trousse. Oui, ça c'est vrai. Normalement, ça devrait être logique, mais c'est bien de le... Mais c'est pas logique quand je regarde l'état des trousses. Ok. Et du coup, quel nettoyant on utilise? Est-ce qu'on prend le gel douche? On m'a déjà dit, tu prends le savon de Marseille, le gros carré, et tu le frottes avec. Le savon de Marseille est très efficace. Il est fait à base d'huile d'olive. C'est intéressant. Moi, j'ai tendance à prendre un savon, je sais pas si j'ai le droit de dire la marque, mais il s'appelle Protex. Okay. Et c'est un savon qui est vendu pour le corps, mais moi, je ne mets pas ça sur mon corps parce qu'après, ça me gratte. Parce qu'il est tellement abrasif que du coup, en fait, il nettoie super bien mes pinceaux. Il les décrase super bien. Peut-être un peu trop pour la peau, du coup. il les décrase super bien. J'ai tendance à les frotter sur le savon et j'ai une espèce de petite éponge avec des petits picots et tout et je frotte et je shampouine mon pinceau dessus et j'essore au maximum et après je le secoue et je le laisse pas dégouliner d'eau, je le secoue pour pouvoir bien l'enlever. La dernière eau de rinçage, je peux mettre un produit antiseptique dedans ou vaporiser des huiles essentielles. Le spray d'huile essentielle, ça c'est pour mes pinceaux personnels. Je veux prendre note personnellement parce que des fois, je me dis peut-être que c'est pas le fond de teint le problème, mais peut-être que là c'est ton pinceau que tu as peut-être pas nettoyé. Surtout si le pinceau a 3-4 mois de fond de teint et de produits. Mais après c'est vrai que j'ai des clientes, elles me disent j'ai acheté ce pinceau-là en janvier, on est en mars. J'ai dit il a été lavé quand? Silence. Donc, alors du coup, 15 jours, même si on se maquille pas tous les jours. Alors, même si on se maquille pas tous les jours, parce que le pinceau, il reste là avec de la matière. Ok. Et le seul pinceau qu'on va démaquiller, mais vraiment avec un démaquillant biface, c'est le pinceau lèvres, en fait. Oui. Parce que le rouge à lèvres est gras. Donc, le savon n'enlève pas le rouge à lèvres. Donc, on va le démaquiller avec un démaquillant. Voilà. Même prendre un petit godet et... Ok. Alors là, je vois une question intéressante, c'est comment camoufler ces imperfections? Lorsqu'on a des boutons, lorsqu'on a des taches, qu'est-ce que tu peux recommander pour justement essayer d'avoir un teint le plus unifié? Alors, je vais donner une petite astuce. On vend des patchs pour les boutons. De plus en plus, les marques qui sont supra efficaces. Vous avez un bouton qui apparaît le matin. Le soir, vous avez une représentation. Vous mettez votre petit patch et ensuite, vous enlevez votre patch. Plus de boutons. Donc, les patchs pour les boutons. Parce que le maquillage, en fait, concrètement, il va camoufler la rougeur du bouton, mais il ne va pas enlever le volume du bouton. Ah oui, la dernière chose à faire, c'est de casser le bouton. Alors là, ne faites pas ça. Ne vous dites pas, punaise, je vais l'éclater, comme ça, il va diminuer. Au contraire, là, les problèmes vont commencer. Ah oui, bien sûr, 100% d'accord. Donc, du coup, et pour le correcteur, pour la tâche, optez pour 2 correcteurs. Un qui va camoufler la tâche et l'autre qui va unifier le teint. Ok. Voilà. Donc, parce que la tâche a une couleur. On vient mettre là où il y a les taches. Exactement. Et ensuite, on met dessus le produit teint qui va unifier le tout. Parce que la tâche, elle a une couleur.
Et la tâche est due à un bouton qu'on a cassé et la tâche, le bouton va vous embêter 3-4 jours. La tâche, c'est à vie. Je comprends. Et au niveau des cernes aussi, donc j'imagine que c'est la même chose pour le cerne pigmentaire, tu sais, le côté yeux de panda où c'est très foncé. On pourrait mettre ce côté anti-cerne d'abord pour corriger et ensuite pour mettre le teint. Est-ce que pour le cerne un peu plus bleuté, on a... Même système, on va prendre le correcteur, on aura 2 correcteurs. Moi, par exemple, pour moi, j'ai 2 correcteurs pour mes cernes. Okay. J'ai un correcteur pigmentaire et j'ai un correcteur qui va remettre de la lumière. D'accord. Voilà, parce que le fait de corriger la couleur du cerne, ça va assombrir ma lumière. Oui. Alors que c'est ce correcteur qui correspond en fait pour pouvoir annuler la couleur du cerne. Donc j'en aurai 2. Ça aussi, il faut expliquer, il faut que j'explique aux clientes que un anti-cerne. C'est vrai qu'on a ces publicités qui vous montrent qu'elle passe son anti-cerne et c'est bon. Mais en fait non, pas une fois sur 2, non, c'est pas le cas. Okay. Ce n'est pas le cas et on a besoin de corriger la couleur et ensuite ramener de la lumière à l'intérieur du visage. D'accord. Et si on devait finir un petit peu sur la dernière partie conseils et astuces maquillage pour ne rien tisser, comment réussir en fait à faire tenir son maquillage le plus longtemps possible, avoir une tenue incroyable? Je vais te donner 2 produits de ma marque. Poudre de finition et fixateur de maquillage. D'accord. Franchement, les poudres de finition, elles sont ultra légères et elles ont un effet filtre. Une fois que vous posez la poudre à la fin du maquillage, elles viennent même sur des fonds de teint poudre. Ok. Donc ça, c'est parce que le fond de teint poudre est compact, alors que la poudre de finition, c'est une poudre qui est fluide. Elles sont très légères. Et on va mettre ça sur le visage et après, on va sceller le teint avec le fixateur de maquillage. Okay. Et on va remettre de la poudre de finition dessus. Ah oui, pour pouvoir optimiser. Ah oui. D'accord. À la fin du maquillage, vous mettez un petit peu de poudre de finition, vous fixez et vous remettez de la poudre de finition dessus. Le teint ne bouge pas. Alors moi, j'ai vu, je crois que tu as fait une story récemment, justement, il était tard et tu as dit, le maquillage était toujours un flic. Donc tu as appliqué cette technique-là. Il était presque 2h du matin. Oui. Ok. Et j'étais j'étais à une garden. Sur la plage. Donc, le teint n'a pas bougé. Ok. Ça, c'est optimiser son teint. Et je peux vous dire qu'en soirée, je ne tiens pas en place. Donc, du coup, c'est ça aussi. Et pourtant, il y a de la matière, il y a du produit, mais ça reste léger. Je ne suis pas, je suis pas figée. Voilà. Oui, parce que je pense que c'est ça, peut-être la principale crainte, tu vois, c'est que là, du coup, on a dit, il faudrait mettre faudrait mettre le correcteur, le fond de teint, ensuite la poudre, etc. Autant il y a des personnes qui n'ont pas de souci avec ça, mais peut-être pour celles qui ont peur du côté surproduit. Donc tu nous rassures sur le fait tu sais, là, oui, je vais te dire un truc. Moi, j'ai tendance à banaliser le maquillage et j'ai tendance à dire que le maquillage, c'est comme un gâteau de pâtisserie. Okay. Tu vas prendre, tu auras des œufs, de la farine, de la levure et des saveurs, des trucs, des machins, tout ça, pour avoir un petit gâteau. Tu vois, c'est la même chose. Okay. On va mettre, mais c'est une question de dosage en fait. On va bien doser, on va bien appliquer, et c'est pour ça que j'aime le travail au pinceau, parce que le travail au pinceau te permet d'avoir une texture, mine de rien, légère. Oui. Donc, on va bien doser, on va bien appliquer, et ça va tenir. Ok. Je note tout ça, j'espère que vous aussi. Alors, si on devait un petit peu conclure l'émission, mais avec une partie, je pense, qui est importante pour moi et j'imagine aussi pour toi, c'est la partie un peu plus estime de soi, confiance en soi. Comme tu as pu le voir, c'est aussi une question que j'ai posée aux filles sur Fort-de-France, à savoir, est-ce qu'on peut sortir sans maquillage? Est-ce que finalement, le maquillage nous conditionne pas? Aujourd'hui, je pense voilà, aux réseaux sociaux, les filtres, etc. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui sont conditionnées par cette image pas parfaite, mais ce côté teint parfait, toujours maquillé, toujours apprêté. Est-ce que du coup, ça cache pas quelque chose? Comment toi, tu perçois un petit peu tout ça? Je sais que ça rentre aussi dans les valeurs que tu avais mis aussi pour S-Cosmétique, s'aimer au naturel et se sublimer par le maquillage. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Alors, je vais te dire quelque chose, parce que de temps en temps, le matin, je fais des lives. Oui, j'ai vu ça. Et en fonction de mon humeur. Ok. Je montre aux femmes qui me suivent que le maquillage, c'est pas forcément c'est juste une formalité, c'est pas forcément une obligation.
Ouais. C'est vrai que la société, la colonisation a fait que nous, les femmes noires, le maquillage a été classé dans quelque chose de luxueux, de hype, voilà quoi. C'est un cache-misère, c'est ceci, c'est cela, et patiti et patata. Mais quand on remonte dans l'histoire, en fait, le maquillage avait des vertus thérapeutiques. Et c'est pour ça que je me dis, je suis plus make-up thérapie que make-up. Ok. Voilà. Je suis plus dans la thérapie du maquillage. Quand on remonte dans les civilisations nubiennes, égyptiennes, tout ce qui était bain à base de lait de chèvre. Le lait de chèvre, c'est un lait qui est riche, qui est gras, et c'était bon pour hydrater la peau. C'est pas parce que, bon, voilà quoi. Cléopâtre le faisait, mais je pense qu'elle avait 2-3 sujets qui devaient le faire aussi. Bien sûr. Le col, il était fait pour protéger les yeux contre les tempêtes de sable. Parce que il y avait des plantes à l'intérieur, et ça pique. Le vrai col pique. Il y a encore une dernière marque qui continue à faire le col en bâton, parce qu'il faut fermer l'œil dessus, et c'est quelque chose qui pique, qui va rendre le blanc de l'œil très blanc et qui aura ses vertus antiseptiques. D'accord, super intéressant. Le rouge à lèvres était fait pour protéger la peau. Parce que quand vous allez vous démaquiller les lèvres correctement, vous aurez des lèvres hydratées, douces. Alors que si vous partez la journée sans rien sur vos lèvres, elles seront desséchées, déshydratées, gercées. Vous allez dire, ouais, j'ai les lèvres déshydratées, je ne vais pas mettre du rouge à lèvres, mais au contraire, le rouge à lèvres a des hydratants. Donc, voir une nana à la plage et maquillée, elle protège sa peau du soleil. Parce que, c'est une protection aussi. Donc, il faut pas, le maquillage est des vertus thérapeutiques. Et ça, c'est important. Et je trouve que c'était super intéressant de pouvoir aborder cette partie-là parce que ça casse un peu les idées qu'on peut avoir du côté maquillage toxique et de se dire qu'effectivement, et j'avais fait une formation avec un labo, je ne citerai pas le nom, mais par rapport seulement au côté pigmentaire, c'est que les études ont montré que la même protection solaire avec et sans pigments, c'était celle qui avait les pigments qui étaient plus efficaces parce que justement, il m'expliquait que l'aspect pigmentaire en fait qu'on ajoute à la protection solaire apportait une couvrance sur la peau qui la protégeait davantage des rayons du soleil. Donc, exactement. Véridique. Donc, le maquillage, ce n'est pas une obligation, mais je vais dire que c'est une nécessité. Parce que quelqu'un une femme qui n'est pas forcément d'humeur, qui est en mode pas envie, va se dire, ah non, aujourd'hui, franchement, je n'ai pas la force, je vais rester comme ça. Sauf que le fil de sa journée va être décliné de cette façon. On va la voir, on va lui dire, oh, tu as une petite mine aujourd'hui, oh, tu es fatiguée, oh, qu'est-ce qu'il y a? Et des fois, on n'a pas forcément envie de dire ou de parler de ce qu'il y a. Donc, le maquillage est une arme, en fait. Oui, ça va être dit comme ça, effectivement. C'est une arme pour pouvoir parer ce genre de réflexion. On peut ne pas se maquiller. On peut dire, aujourd'hui, je mets qu'un gloss. Et quand vous allez sortir, tout le monde va dire, j'aime bien ce que tu as sur la bouche. Mais on va oublier, en fait, les cernes et le teint fade qu'on a sur cette bouche qui est glossée. Tu vois? Et on peut s'accorder, hein. On a le droit de se dire, ah non, pas aujourd'hui. Comme j'ai dit, ça peut durer quelques jours, une semaine. Mais à partir d'un mois, là, il faut se ressaisir. Ça serait quoi pour toi le minimum qu'on pourrait se mettre pour avoir quand même ce côté bonne mine sans vouloir peut-être de temps en temps en faire trop? Une poudre 2 en 1. C'est ce que je porte depuis ce matin d'ailleurs. Une poudre 2 en 1 pour faire mon teint. Mascara à sourcils, un mascara à cils, un rouge à lèvres pétant et puis un petit peu de highlight sur les joues pour briller. Voilà. Ça c'est ton petit nécessaire. Ça c'est mon petit nécessaire. Pour avoir ce côté un peu bonne mine sans en faire trop. C'est mon petit nécessaire pour dire, c'est bon. Je suis pas on flic, mais je suis apprêtée, je suis pretty. Je pense que c'était important quand même de venir parler de ça, déjà de
de rassurer, de se dire que bah effectivement, c'est pas une obligation de se maquiller parce que pour certaines ça l'est malheureusement. C'est devenu. Oui, il y a des femmes qui font des complexes. Hein. Voilà. Faut pas reprocher à une femme de trop se maquiller. C'est ce que je veux relever et c'est ce que je veux dire. Ne reprochez pas à quelqu'un de trop se maquiller parce que vous ne savez pas ce que ce trop plein de maquillage cache. Ça cache un complexe, ça cache un manque d'assurance. Et le fait qu'elle soit maquillée, très sophistiquée, fait qu'elle peut se dire, OK, aujourd'hui, je pars au combat, je vais bosser. On avait tendance à embourgeoiser je sais pas si c'est un terme qui se dit, mais le maquillage était pour les bourgeoises, en fait. Et une bourgeoise avait un statut de femme qui tenait sa maison, elle avait des employés qui tenaient la maison pour elle, mais elle ne travaillait pas. Ça encore, c'est les bases de la colonisation. Après, de manière générale, enfin, si tu arrives sur ton lieu de travail, que t'es pas maquillée, directement, on te dit... La femme a commencé à travailler. Il a fallu qu'elle soit présentable, qu'elle-même, elle ait une motivation, mais qu'elle puisse se dire, OK, je vais travailler, j'ai des clients, je reçois des clients, donc je vais avoir bonne mine, en fait. Et il est important... C'est fou, hein. Je fais des ateliers pour des CE et pour des entreprises et je rencontre ces femmes après. Et quand je les vois, elles me disent, Séverine, franchement, tu ne peux pas savoir le changement que ça a opéré dans ma vie. Il y en a, et ça me rassure. Et ça me fait du bien, en fait. Parce que c'est pas tous les matins où je me réveille motivée pour faire ma passion, hein. Oui, il y a des fois où j'ai envie de rester au fond du lit. Mais, en fait, j'en ai rencontré une particulièrement. J'ai fait une intervention pour un CE et elle avait payé 2 ateliers. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit, tu sais quoi? Comme j'avais cassé tous les codes qu'elle avait au niveau du maquillage. Ah là, elle voulait revenir avec et elle avait appliqué. Et elle m'a dit que des clients lui ont fait la remarque qu'elle était bien maquillée. Et elle m'a dit, ça fait plus de 20 ans, près de 30 ans que je suis dans cette structure-là. Je n'avais jamais entendu ça. Wow. Et elle me dit, ça veut dire que mon maquillage n'était pas bon et que les gens, en fait, ne me disaient rien. C'est fou, hein. On a des codes des années 80-90 qu'on continue à appliquer. Sauf que il faut plus, en fait, parce que ça a évolué, les cosmétiques ont évolué. Et du coup, entendre ça, ça me fait plaisir. Il y en a une qui m'a dit que son rapport à la clientèle a totalement changé parce que le fait qu'elle soit maquillée, il y a un client qui est rentré, il n'était pas d'humeur, le monsieur, et quand il s'est assis à son bureau et qu'il a vu, tout de suite, ça aplatit le truc. Et c'est important, en fait, parce que quand on n'est pas d'humeur et on voit quelqu'un qui est bien tenu, voilà quoi, la personne, elle est là, elle est avenante, elle a ce make-up qui lui donne une bonne mine, en fait, même si elle n'avait pas envie d'aller bosser aujourd'hui, tu vois, mais tout de suite, ça brise un peu la glace et c'est beaucoup plus agréable. Donc, du coup, ce que je retiens un petit peu de tout ça, c'est que finalement, on a un petit peu tous notre propre relation par rapport au maquillage. Oui. Et que on est censé tous faire attention aux remarques qu'on pourrait dire à autrui. Aussi bien une personne qui est pas maquillée qu'une personne qui peut l'être trop. Parce que, on ne connaît pas la vie intime de chacun et on ne sait pas, en fait, à ce moment-là. Parce que, comme tu dis, hein, l'intérieur se fait refléter sur le niveau de ton visage, de ta posture et du coup... Exactement. Et qu'on arrête de penser que, voilà, quoi. Être maquillée, une femme qui arrive à péter le matin, c'est qu'elle ne fait rien chez elle. Une femme qui arrive maquillée, c'est qu'elle a quelque chose à... Non, faut arrêter avec ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce nouvel épisode. Si on devait finir par une petite question, quel serait pour toi le conseil? Made in Séverine, celui qui illumine notre journée. Et toujours de marques de routine beauté pour pouvoir prendre soin de sa peau. La plus chère le soir, la moins chère le matin. Voilà. Et il y a une routine beauté, même quand vous ne vous maquillez pas, en fait. Et surtout, très important, le maquillage, ce n'est pas une corvée.
Vous pouvez vous faire un teint en 5 minutes et finir dans la voiture par un rouge à lèvres. On n'est pas obligé de tout faire à la maison. Donc, et 2 marques pour la skincare et une petite routine make-up de 5 minutes juste pour optimiser son teint et être sympa pour la journée. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce conseil. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à interagir aussi avec nous en commentaire s'il y a un conseil qui a été donné, quelque chose qui vous a parlé, un témoignage par rapport aussi à ce que vous avez pu entendre. En tout cas, une fois de plus, merci de t'avoir vu à mes côtés. Le prochain épisode, on a une invitée surprise, toujours de qualité, parce que chez Dr Naomi, on cherche des personnes qui vont vraiment venir apporter un message clé. Donc, n'hésitez pas à rester connecté, à partager cette vidéo ou ce podcast, et à très vite.